Monsieur Simons, un homme d'affaires riche et influent, connu pour son intelligence vive et son sens aigu de la stratégie, se posait souvent des questions sur la loyauté et l'intégrité de sa famille. Malgré sa réussite financière et sa réputation enviable, des doutes subsistaient dans son esprit. Un soir, il est résolu de découvrir la vérité d'une manière non conventionnelle. Son plan était aussi audacieux que risqué, il prétendait être gravement malade et aveugle, espérant voir comment sa famille réagirait et comment elle gérerait ses affaires en son absence. Avant de mettre son plan à exécution, Monsieur Simons a demandé l'avis de 2 personnes de confiance. Il a fait appel à Monsieur Z, son fidèle avocat, et au Dr G, son ami et médecin de longue date. Tous 3 se sont réunis dans le bureau privé de Simons, une pièce remplie de décennies de réalisations qui semblaient peser lourdement sur ses épaules. Merci à vous 2 d'être venus dans un délai aussi court, commença Simons, sa voix ferme mais empreinte d'urgence. Bien sûr, Monsieur Simons, répondit Monsieur Z avec un air professionnel. Que pouvons-nous faire pour vous? J'ai réfléchi à quelque chose d'extraordinaire, a déclaré Simons, penché en avant sur sa chaise. J'ai l'intention de faire semblant d'être malade et aveugle pour observer comment ma famille gère la situation et mes affaires. J'ai besoin de savoir qui se soucie vraiment de moi et qui n'en veut qu'à ma richesse. Le docteur G fronça les sourcils, visiblement surpris. C'est extrême, Simons. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Simons hocha la tête, sa détermination inébranlable. Oui, je dois le faire. C'est le seul moyen de découvrir leurs véritables intentions et de m'assurer que la bonne personne prendra la relève de mon héritage. Monsieur Z, toujours pragmatique, intervint. C'est compris. Je vais créer un compte séparé et y transférer une partie importante de votre patrimoine. Cela garantira votre sécurité financière, quel que soit le résultat. Je préparerai les rapports médicaux nécessaires pour étayer votre état, a ajouté le docteur G. Nous devrons faire en sorte que cela paraisse authentique. Grâce à leurs efforts combinés, le plan élaboré a commencé à prendre forme. 3 semaines plus tard, Simons mit sa stratégie à exécution. Un soir maussade, il appela sa femme, la voix faible et tremblante. « Chérie, je me sens terriblement mal et je ne peux pas conduire jusqu'à chez moi. Peux-tu venir me chercher? Que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Demanda Madame Simons, la voix pleine d'inquiétude. Je ne sais pas, répondit-il en feignant l'épuisement. Je me sens faible. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Madame Simons se précipita à son secours, le trouvant affalé sur le siège conducteur, pâle et désorienté. Elle le guida vers le siège passager et conduisit jusqu'à la maison, son inquiétude étant palpable. À leur arrivée, Simons déclara qu'il ne voyait plus et se sentait extrêmement faible. La nouvelle de sa maladie soudaine se répandit rapidement parmi ses enfants, Anta, le fils aîné à 35 ans, Jacques, le 2e fils ambitieux à 30 ans, Anna, la 3e fille empathique à 27 ans, et Lay, la cadette insouciante à 23 ans. Le docteur G est arrivé peu après pour procéder à un examen approfondi. Quelques jours plus tard, il est revenu avec des résultats falsifiés mais convaincants. Monsieur Simons, il semble que vous souffriez d'une cirrhose hépatique avancée, d'une insuffisance rénale et d'un caillot sanguin dans le cerveau. Cela a entraîné un accident vasculaire cérébral et a causé des dommages importants à votre vue. Au début, la famille a réagi avec diligence et attention. Elle a veillé à ce que Simons ait accès aux meilleurs traitements médicaux, à une alimentation nutritive et à un environnement confortable. Cependant, au fil des semaines et des mois, leur dévouement a commencé à faiblir. La nouveauté de la prise en charge s'est estompée et le fardeau des soins à long terme est devenu évident. Peu à peu, ils ont transféré leurs responsabilités au personnel de la maison, se repliant sur leur propre vie et préoccupations. Madame Simons a rapidement convoqué une réunion de famille pour discuter de la situation. Étant donné l'état de santé de votre père, je vais prendre la direction de l'entreprise, a-t-elle annoncé. Anta m'assistera en tant que second. Malgré leur manque d'expérience, Madame Simons et Anta ont ignoré les conseils de cadres chevronnés, convaincus qu'ils pouvaient gérer l'entreprise de manière indépendante. Leur excès de confiance a conduit à de mauvaises décisions, plongeant l'entreprise dans l'instabilité financière. Madame Simons a détourné d'importantes sommes d'argent vers son église pour des dons extravagants, tandis qu'Anta a vidé les fonds de l'entreprise pour des voyages luxueux à l'étranger. Pendant ce temps, Jacques se concentrait sur l'obtention de sa part d'héritage, et Lay se livrait à un style de vie extravagant, inconscient des défis croissants de la famille. Au milieu du chaos grandissant, Anna est profondément troublée. Un soir,
Elle s'adresse à sa mère, frustrée, « Maman, ce n'est pas bien. Papa mérite mieux. Il souffre et nous ne faisons rien pour l'aider. Nous devons l'envoyer à l'étranger pour qu'il reçoive un traitement approprié. » Madame Simons a rejeté sa demande d'un revers de main. « Anna, les médecins ont dit que son état était terminal. Dépenser plus d'argent pour le traitement serait inutile. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes. « Comment peux-tu dire ça? C'est notre père. Il mérite les meilleurs soins que nous puissions lui prodiguer, quoi qu'il arrive. » À leur insu, Simon s'était allongé dans son lit, les yeux clos mais les oreilles parfaitement à l'écoute de la conversation. Malgré la douleur d'entendre le mépris de sa femme, il sentit une lueur d'espoir dans la détermination inébranlable d'Anna. Alors que la dynamique familiale se détériorait, Simon s'observait en silence, prenant note de ceux qui se souciaient vraiment de lui et de ceux qui étaient consumés par leurs propres intérêts. Son test révélait bien plus que ce qu'il avait anticipé, préparant le terrain pour la révélation ultime qui allait tout changer. La direction autoritaire de Madame Simons et Danta a créé une atmosphère étouffante au sein de l'entreprise. Les employés travaillaient dans la peur et étaient souvent sévèrement réprimandés pour des erreurs mineures. Ceux qui osaient exprimer leurs inquiétudes ou contester leur autorité étaient rapidement licenciés. Cet environnement toxique a poussé de nombreux travailleurs expérimentés à démissionner, laissant derrière eux une main-d'œuvre mal préparée à gérer les exigences de l'entreprise. En 8 mois, l'entreprise autrefois florissante était au bord de l'effondrement. Les tensions ont atteint leur paroxysme lors d'une réunion de famille convoquée pour discuter de la situation désastreuse de l'entreprise. La frustration et les accusations ont envahi la pièce comme une tempête qui se prépare en silence. « Il faut agir vite pour sauver l'entreprise », déclara Madame Simons d'une voix aigre. « Je suggère que nous vendions l'une de nos maisons familiales pour réunir les fonds nécessaires. » Jacques, furieux, répliqua, « Absolument pas. Ce désordre est de ta faute et de celle d'Anta. Vous avez tous les deux mal géré la situation, et maintenant vous pensez que vendre notre maison va régler le problème. » La dispute a rapidement dégénéré. Jacques, qui bouillonnait de colère depuis des mois, a fini par éclater. « Vous avez tout gâché. Vous avez traité le personnel comme s'il s'agissait de personnes jetables et vous avez conduit l'entreprise à la faillite. » Anta se porta à sa défense. « Comment oses-tu nous parler comme ça? Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Le meilleur? En gaspillant de l'argent dans des luxes et des dons à l'église tout en ignorant les bons conseils? Tu as détruit l'héritage de père, cria Jacques. La pièce explosa dans le chaos alors que les paroles des frères se transformaient en coups physiques, leurs cris résonnant sur les murs. Témoin de la bagarre, Anna ne put plus contenir son angoisse. Arrêtez, tous les deux. Arrêtez, hurla-t-elle, sa voix coupant la cacophonie. Est-ce ce que nous sommes devenus? Nous nous battons pour ce que père a construit tout en ignorant sa santé et l'unité qu'il a toujours valorisée. Le silence s'installa, pesant et étouffant. Ces paroles firent mouche, forçant la famille à affronter la réalité de ses actes. Pourtant, sous la surface, les fractures dans leurs relations se creusèrent. La cadette, ne s'intéressait pas aux affaires familiales, préférant consacrer son argent à son style de vie extravagant avec son petit ami. Jacques, qui se concentrait uniquement sur l'obtention de son héritage, se distancia des problèmes de l'entreprise, attisant encore davantage les tensions. Dans une tentative désespérée de stabiliser l'entreprise, Madame Simons vendit l'une des maisons familiales. La moitié des bénéfices fut reversée à l'entreprise, tandis que l'autre moitié fut conservée comme filet de sécurité personnelle. La vente, au lieu de panser les blessures, les déchira encore plus. Jacques, se sentant trahi par sa décision unilatérale, explosa de colère. « Comment as-tu pu vendre la maison sans nous en parler? Ce n'est pas seulement ta décision, a-t-il hurlé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour l'entreprise et cette famille, a répondu Madame Simons, inflexible. Tu détruis cette famille avec tes choix égoïstes, rétorqua Jacques. La dispute dégénéra en une nouvelle dispute qui menaça de déborder à nouveau. Anna, le cœur brisé par ces disputes incessantes, intervint avec désespoir. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas ce que nous nous faisons à nous-mêmes? Père a besoin que nous soyons solidaires, pas que nous nous déchirions les uns les autres comme ça. Plus tard dans la soirée, Anna s'assit au chevet de son père. Elle lui tenait doucement la main fragile, sa voix tremblante. « Papa, je ne sais pas si tu m'entends, mais nous avons besoin de toi. Ils détruisent tout ce que tu as construit. Ton héritage, ta famille, tout s'écroule. S'il te plaît, reviens vers nous.
Nous avons besoin de toi pour remettre les choses en ordre. Des larmes coulaient sur ses joues, son cœur se serrant sous le poids de leur monde en ruine. Pendant ce temps, Madame Simons rentrait chez elle après une longue journée, et fut accueillie par une odeur désagréable. Pensant qu'il s'agissait d'un oubli mineur, elle vérifia la salle de bain, mais tout était en ordre. En suivant l'odeur, elle réalisa qu'elle provenait de la chambre de Monsieur Simons. En entrant, elle découvrit qu'il s'était sali. Sa frustration déborda. « Si tu ne peux ni parler ni entendre, ne peux-tu pas au moins demander de l'aide ?» « C'est révoltant », s'exclama-t-elle. Ces paroles résonnèrent avec une froideur définitive lorsqu'elle appela le personnel de la maison pour le nettoyer, leur ordonnant de lui mettre des couches. Seul dans sa chambre, Monsieur Simons ressentait tout le poids de la négligence de sa famille. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'il pensait, après tout ce que je leur ai donné, est-ce ainsi qu'ils me traitent maintenant? Je leur ai donné mon amour, mon temps, ma richesse, et pourtant, me voilà, oublié. La nouvelle de la détérioration de l'état de santé de Monsieur Simons parvint jusqu'à sa famille au village. Alarmés et désireux d'aider, ils entreprirent le long voyage jusqu'à Accra. Cependant, à leur arrivée, ils furent accueillis avec un accueil glacial par Madame Simons. « Que faites-vous tous ici ?» demanda-t-elle d'un ton glacial. « Nous avons entendu parler de Monsieur Simons et sommes venus lui apporter notre soutien, » a répondu l'oncle Owen, la voix pleine d'inquiétude. « Tu n'es pas le bienvenu ici. Retourne au village. Nous n'avons pas besoin de ton aide, lui dit-elle. Abasourdie et le cœur brisé, la famille élargie n'a eu d'autre choix que de rentrer. En s'éloignant, ils se sont promis de trouver un autre moyen d'aider l'homme qui avait été autrefois leur pilier. Plus tard dans la soirée, Anna rentra du travail et son intuition l'avertit immédiatement du comportement inhabituellement sévère de sa mère. Quelque chose n'allait pas. « Maman, que s'est-il passé aujourd'hui ? Tu as l'air bouleversée, demanda Anna d'une voix calme mais pénétrante. Madame Simons jeta un regard sévère à sa fille, les mots coupés. La famille de ton père est arrivée sans prévenir, pensant qu'il pouvait simplement entrer ici et prendre le relais. Je les ai renvoyés au village. L'expression d'Anna se durcit d'incrédulité. Quoi? Ils ont fait tout ce chemin pour le voir. Comment as-tu pu les repousser comme ça? Nous n'avons pas besoin de leur intervention, répondit froidement sa mère, d'un ton ferme. Nous nous en sortons très bien sans eux. Les paroles méprisantes frappèrent profondément Anna. Troublée par les actions de sa mère, elle se retira dans la chambre de son père. Assise à côté de lui, elle murmura doucement, comme si ces mots à eux seuls pouvaient combler le gouffre émotionnel qui se creusait dans leur famille. « Papa, ta famille du village est venue te voir aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Mais maman les a repoussés. Ils voulaient te soutenir, ils ont fait tout ce chemin. » Anna s'arrêta, attendant la moindre réponse. Mais son père resta silencieux, son corps ne réagissant plus, son état se détériorait au point de le rendre presque isolé. Son cœur se brisa tandis que des larmes lui montaient aux yeux. « Papa, j'aimerais que tu m'entendes, » supplia-t-elle, la voix tremblante. « Nous avons besoin que tu ailles mieux. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. » Ces paroles restèrent dans la pièce, seule la présence de son père les rencontra. Déterminée à ne pas laisser son père sombrer dans l'abandon, Anna résolut de faire tout ce qu'elle pouvait pour le protéger, même si ses efforts semblaient insurmontables. Pendant ce temps, Madame Simons avait pris le contrôle de toutes les décisions concernant son mari, excluant ainsi le reste de la famille. Au cours d'une de ses réunions régulières avec son groupe de femmes, elle a parlé ouvertement de la tension qu'elle prétendait endurer. Depuis que Simons est tombé malade, je n'ai plus eu d'intimité avec lui, a-t-elle avoué, la voix teintée de frustration. Cela fait si longtemps que je ne me suis pas senti proche de quelqu'un. Abena, l'une de ses amies les plus franches, lui a donné un conseil spontané mais choquant. Tu dois prendre soin de toi, ma chère. Il y a plein de jeunes hommes pleins d'énergie qui peuvent répondre à tes besoins. Tu mérites un peu de bonheur dans ta vie, lui a-t-elle dit sans détour. Au début, Madame Simons rejeta l'idée, mais 3 jours plus tard, Abena lui présenta Quintine, un homme charmant et jeune, doté d'une présence magnétique. Hésitante mais intriguée, Madame Simons se sentit rapidement attirée par l'énergie insouciante de Quintine. Ce qui avait commencé comme une rencontre innocente se transforma bientôt en une liaison clandestine. Alors que Madame Simons passait de plus en plus de temps avec Quintine, ses absences de la maison devenaient de plus en plus fréquentes, laissant ses responsabilités négligées. Anna, observatrice et de plus en plus alarmée,
ne pouvait ignorer la détérioration de l'état de santé de son père. Un soir, elle confronta sa mère. « Maman, où étais-tu ? L'état de santé de papa ne fait qu'empirer, et il a plus que jamais besoin de nous, » a demandé Anna, manifestement frustrée. Madame Simons soupira, sa patience s'amenuisant. « Je fais tout ce que je peux, Anna. Tu n'as aucune idée de la pression que je subis. » La voix d'Anna s'éleva. « Pression ou pas, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Il a besoin de notre amour et de notre attention, pas d'excuses. » Cet échange houleux a laissé Anna encore plus isolée. Par la suite, elle a réalisé que son père avait besoin de plus que ses efforts solitaires. La famille devait se rassembler, mais le fossé qui les séparait semblait insurmontable. Déterminée à ne pas abandonner, Anna a appelé ses frères et sœurs. Elle leur a exposé la situation désastreuse, d'une voix pleine d'urgence. « Nous devons soutenir papa », a-t-elle imploré. « Il est dans un état terrible. Il a besoin de nous plus que jamais. » La réponse d'Anta fut dédaigneuse. « Il est vieux, Anna. Nous ne pouvons pas perdre notre temps à nous inquiéter de ça. Nous devons penser à notre avenir. » Jacques intervint, d'un ton tout aussi froid. « Je suis d'accord avec Anta. Nous en avons fait assez. Il est temps de nous concentrer sur nous-mêmes. » Lay, toujours aussi indifférent, ajouta « Je suis avec eux. Nous devons donner la priorité à nos propres vies. » Le cœur d'Anna se serra. Leur indifférence lui semblait une trahison. De retour à la maison, elle découvrit un nouveau coup porté à sa résolution déjà fragile. Sa mère avait invité Quintine à vivre dans la maison, le présentant comme son nouveau chauffeur. « Tout le monde, voici Quintine », annonça Madame Simons d'un ton décontracté. « Il va m'aider en tant que chauffeur, car je ne me sens pas assez bien pour me débrouiller toute seule. » Les réactions des frères et sœurs furent mitigées. Si certains acceptèrent l'explication sans poser de questions, Anna, elle, se mit en colère. « Maman, c'est complètement faux, » dit-elle fermement. « Nous n'avons pas besoin de chauffeur. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous concentrer sur papa. » Malgré ses protestations, Quintine s'installa chez elle, déstabilisant encore davantage un foyer déjà fracturé. Nuit après nuit, Madame Simons quittait discrètement sa chambre pour rendre visite à Quintine, poursuivant leur liaison sous le même toit où son mari était confiné dans son lit. Anna, impuissante, se débattait avec le poids de la désintégration de sa famille. Son père, l'homme qui avait été autrefois le pilier de leur vie, n'était désormais plus qu'un témoin silencieux de la trahison et de la négligence dont il était victime. Pendant tout ce temps, Anna s'était juré de rester son avocate, même si elle se trouvait seule. Malgré les tentatives précédentes pour redresser l'entreprise, Madame Simons et Anta ont encore une fois mal géré les finances, plongeant l'entreprise dans une nouvelle crise. Dans leur désespoir, ils ont proposé une mesure drastique, vendre 2 voitures familiales et une autre maison pour injecter des fonds dans l'entreprise en difficulté. La tension était palpable lorsque la famille s'est réunie pour une réunion d'urgence. « Nous devons vendre 2 voitures et une maison pour remettre l'entreprise sur les rails », a commencé Anta, d'un ton inflexible. Jacques, visiblement frustré, rétorqua « C'est ridicule. Nous continuons à vendre ce que nous avons pour réparer vos erreurs. À ce rythme-là, il ne nous restera plus rien. » Je suis d'accord avec Jacques, ajouta Lay, d'un ton sec mais résigné. Nous devons trouver une autre solution. Cela ne peut pas continuer. Anna, calme et résolue, intervint, au lieu de vendre davantage de propriétés, nous devrions nous concentrer sur une gestion plus efficace de l'entreprise. De plus en plus agité, Jacques fit une suggestion audacieuse et controversée. Pourquoi ne pas diviser les biens de père maintenant? Si nous ne le faisons pas, il ne restera plus rien à diviser plus tard. Madame Simons a répondu sèchement, la voix empreinte d'indignation. Ce n'est pas une option. Votre père est toujours en vie et nous ne pouvons pas partager ses biens tant qu'il est ici. Alors il faut qu'on découvre s'il y a un testament, répliqua Jacques. Peut-être que papa a pris des dispositions dont nous ne sommes pas au courant. Déterminée à résoudre le problème, la famille a convoqué son avocat, Maître Z, pour faire la lumière sur la situation. À son arrivée, ces éclaircissements ont laissé la salle lourde de déception. Tant que Monsieur Simons est en vie, ses propriétés ne peuvent être divisées sans son consentement explicite, a expliqué Monsieur Z. Anna hésita avant de demander, mais, y a-t-il un testament? A-t-il fait des projets pour nous? Monsieur Z secoua la tête solennellement. Malheureusement, non. Monsieur Simons avait l'intention de rédiger un testament,
mais sa maladie l'a frappé avant qu'il puisse prendre des dispositions formelles. L'absence d'orientation claire a accru l'anxiété de la famille. Sans plan viable, l'avenir de l'entreprise semblait de plus en plus incertain. Déterminée à éviter de nouvelles pertes, Anna a de nouveau pris la parole. Nous devons repenser notre approche. Vendre davantage d'actifs n'est pas viable, a-t-elle déclaré avec fermeté. Nous devrions faire appel à des conseillers financiers externes pour nous aider à restructurer l'entreprise. Au début, la suggestion d'Anna de faire appel à des conseillers financiers professionnels a rencontré une certaine résistance, mais la gravité de la situation a fini par convaincre la famille. Une fois à bord, les conseillers ont procédé à un audit complet des finances de l'entreprise. Leurs conclusions ont révélé des inefficacités flagrantes et une mauvaise gestion chronique. Nous devons mettre en place des contrôles financiers stricts et éliminer les dépenses inutiles, a expliqué un conseiller. De plus, nous devrions explorer de nouvelles sources de revenus et envisager de former des partenariats stratégiques. Anna a pris les choses en main et a rallié sa famille à l'idée de se lancer dans les changements proposés. Nous avons engagé ces experts pour une bonne raison, a-t-elle déclaré avec conviction. Si nous suivons leurs conseils et travaillons ensemble, nous pouvons sauver l'entreprise et assurer notre avenir. Sous la direction des conseillers, l'entreprise a commencé à se stabiliser. Leurs stratégies de contrôle financier et d'efficacité opérationnelle ont donné des résultats prometteurs. Dans le même temps, la famille, accablée par un sentiment de culpabilité et d'espoir partagé, a commencé à réparer lentement ses relations brisées. Mais au moment où l'entreprise commençait à se redresser, la cupidité a fait son apparition. Madame Simons et Anta, incapables de réfréner leur désir insatiable de richesse, décidèrent de retirer une somme importante des fonds de l'entreprise pour leurs projets personnels. Leur décision, prise au mépris flagrant de la fragile reprise de l'entreprise, alarma leur conseiller financier, M. Noah. Si vous retirez cet argent maintenant, cela va dévaster l'entreprise, a prévenu M. Noah, d'un ton grave. Tout ce que nous avons travaillé si dur pour reconstruire sera réduit à néant. Anta a balayé l'avertissement d'un revers de la main. Nous comprenons les risques, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Nous nous en sortirons très bien, a ajouté Madame Simons avec assurance. L'entreprise survivra. Leur défiance a laissé M. Noah désillusionné. Incapable de soutenir des décisions dont il savait qu'elles seraient catastrophiques, il a présenté sa démission le lendemain. Je regrette de vous informer que je dois démissionner, a-t-il écrit. Mes conseils ont été systématiquement ignorés et je ne peux pas participer à des actions qui pourraient nuire à l'entreprise. Anna fut bouleversée par la nouvelle. Elle pleura amèrement, consciente que le départ de M. Noah signifiait l'effondrement probable de l'entreprise. Pourtant, malgré son angoisse, elle ne parvint pas à trouver le moyen de détourner sa mère et son frère de leur voie destructrice. La nouvelle de la démission de M. Noah et du retrait imminent des fonds s'est rapidement répandue dans la famille, déclenchant une vague d'indignation. Une nouvelle réunion d'urgence a été convoquée, mais l'atmosphère n'en était pas moins conflictuelle.